Nous sommes trop fatigués par le voyage de ta sœur, pour assister à ta remise de diplôme, m'a envoyé maman par texto. J'ai répondu, reposez-vous bien. Ils ne savaient pas que j'étais la majeure de promotion à Harvard. Quand ils ont vu mon discours à la télévision, les appels n'ont pas cessé. Le texto est arrivé à 20h47, heure locale pour eux. Ils étaient encore en Italie, ai-je réalisé. J'ai fixé la lumière bleue de l'écran de mon téléphone, dans l'obscurité de ma chambre d'étudiante, relisant le message de maman pour la 3e fois, comme si, d'une manière ou d'une autre, les mots allaient se réorganiser, pour dire quelque chose de différent. Salut, ma chérie. Ton père et moi en avons discuté. Nous venons de rentrer du voyage de Mélissa, sur la côte amalfitaine, et nous sommes absolument épuisés. Le décalage horaire nous tue, et ton père s'est fait un tour de rein, sur le yacht. Nous ne pensons pas pouvoir venir à Boston, pour ta remise de diplôme. Tu comprends, n'est-ce pas? Nous sommes tout simplement trop fatigués, pour voyager à nouveau si tôt. On t'aime. Je suis resté assise là, pendant peut-être 20 minutes, les légers ronflements de ma colocataire, Sarah, remplissant le silence. Mes doigts planaient au-dessus du clavier. J'aurais pu le leur dire, à ce moment précis. J'aurais pu dire, maman, c'est moi qui prononce le discours des étudiants. J'obtiens mon diplôme, avec la mention summa cum laude. Le doyen a dit de moi, que j'étais l'une des étudiantes les plus exceptionnelles, que la faculté de droit de Harvard ait vue depuis des décennies. Au lieu de cela, j'ai tapé, reposez-vous bien. Prenez soin du dos de papa. Sa réponse est arrivée immédiatement, comme si elle l'attendait. Tu es une si gentille fille. Nous nous rattraperons. Mélissa t'envoie tout son amour. J'en étais sûr, oui. Ma sœur, Mélissa, avait 29 ans, soit 3 ans de plus que moi, et elle avait toujours été l'enfant chéri, depuis le jour de ma naissance. Maman gardait un mur entier, dans notre maison. Désolé, dans leur maison maintenant, entièrement dédiée aux accomplissements de Mélissa. Le diplôme de fin d'études secondaires de Mélissa. La lettre d'acceptation de Mélissa à UCLA, qu'elle avait abandonnée en 2e année. Le certificat de Mélissa, pour ce cours de photographie de 3 semaines, à Paris. Le ruban de participation de Mélissa, pour une course caritative de 5 km. Mon certificat de finaliste, pour la bourse Rhodes, était toujours dans son enveloppe. Il était resté fourré dans un tiroir, quelque part, dans ma chambre d'enfant. Le favoritisme n'avait pas toujours été aussi flagrant. Il fut un temps, où je pensais que, si je travaillais simplement plus dur, si j'accomplissais plus de choses, si je les rendais plus fiers, les choses finiraient par s'équilibrer. J'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires, en tant que salutatorian, seconde de promotion, alors que Mélissa s'était classée, quelque part au milieu de sa classe. Et mes parents nous ont tous emmenés manger, chez Applebee's. Mon père a passé tout le dîner, à parler du nouveau petit ami de Mélissa, un certain Trevor, qui travaillait chez un concessionnaire automobile, et qui avait un vrai potentiel. Quand j'ai reçu ma lettre d'acceptation, pour la faculté de droit de Harvard, maman a pleuré. J'ai pensé, enfin, c'est mon moment. Puis, elle a dit à travers ses larmes, je m'inquiète juste, de te voir si loin de la maison. Mélissa reste tout près. Elle a besoin de nous. Mélissa avait 23 ans à l'époque, et venait de quitter son emploi chez Nordstrom, parce que son manager n'appréciait pas sa vision esthétique. La faculté de droit de Harvard a tout changé pour moi. Bien que mes parents ne s'en soient pas rendus compte, j'ai arrêté d'appeler aussi souvent, après ma première année. Ils n'ont jamais semblé le remarquer. Nos conversations sont devenues mensuelles, puis tous les quelques mois, et enfin, limitées aux grandes fêtes et aux anniversaires. Ils me demandaient comment se passaient les cours, je répondais que tout allait bien, et ils se lançaient dans des mises à jour, sur le nouvel appartement de Mélissa. Sur la promotion de Mélissa, à la boutique. Elle y est restée 4 mois. Sur les projets de vacances de Mélissa. Je me suis plongé dans mes études. Le droit constitutionnel est devenu mon refuge. Le professeur Mitchell est devenu le mentor, que mes parents n'ont jamais été, m'encourageant à postuler pour la Harvard Law Review, à travailler comme assistante juridique pour des juges, et à viser la Cour suprême, si je le voulais. Vous avez un esprit, comme on n'en voit qu'un par génération, m'a-t-elle dit un après-midi, pendant ses heures de permanence, lors de ma 2e année. Je n'ai pas dit à mes parents, quand j'ai intégré la Law Review. Je ne leur ai pas dit,
quand j'ai remporté le prix Search, pour la meilleure dissertation de fin d'études. Et je ne leur ai absolument pas dit, quand le doyen Robertson m'a demandé d'être l'oratrice des étudiants, pour la cérémonie de remise des diplômes. Votre parcours est extraordinaire, avait dit le doyen Robertson, dans son bureau, entouré de livres reliés en cuir, et de photos de lui-même avec divers dignitaires. Un dossier académique exceptionnel. La Harvard Law Review. Vos travaux sur la réforme de la justice pénale ont déjà influencé les discussions politiques dans 3 États. Nos étudiants et leurs familles ont besoin de vous entendre. Un dossier académique exceptionnel à la faculté de droit de Harvard. Mes parents ne savaient même pas ce qu'était la Law Review. Sarah m'a trouvé en train de pleurer dans notre chambre après ma rencontre avec le doyen. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont des nouvelles incroyables. Je ne sais pas pourquoi ça m'atteint, ai-je dit, en m'essuyant les yeux, avec le revers de la main. J'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit d'eux, il y a des années. Parce que ce sont tes parents, a répondu Sarah, avec douceur. Elle venait d'une famille italienne immense et bruyante, qui assistait à chacun de ces événements, conduisant parfois pendant 8 heures depuis Long Island, juste pour un déjeuner. C'est normal de vouloir qu'ils soient là, a-t-elle ajouté. Je voulais les inviter correctement. J'ai rédigé l'email 17 fois. Chère maman et papa, j'ai d'excellentes nouvelles, concernant la remise des diplômes. Effacé. Salut, il s'est passé un truc plutôt cool. Effacé. J'espère que vous pourrez venir à la cérémonie, parce que... Effacé. À la fin, j'ai envoyé quelque chose de simple. La remise des diplômes de la fac de droit est le 23 mai. J'adorerais vous y voir, si vous pouvez venir. La réponse de maman est arrivée 3 jours plus tard. Nous allons essayer. Mélissa prévoit un voyage en Italie, ce mois-là, mais nous verrons comment ça se passe. Le voyage de Mélissa, bien sûr. Le voyage qui nécessitait, apparemment, que mes 2 parents accompagnent leur fille adulte, pour des vacances de 2 semaines à travers l'Italie, dépensant ce que j'ai plus tard calculé à environ 40 000 €, en hôtel, en restaurant, et en shopping. Et cette excursion d'une journée en yacht, que maman avait mentionnée dans son texto. La nuit précédant la cérémonie, je me suis tenu devant mon miroir, pour répéter mon discours. Je l'avais réécrit une 12aine de fois, essayant de trouver l'équilibre, entre l'honnêteté et la diplomatie, entre ma vérité, et quelque chose de digeste, pour des milliers de personnes. Que signifie réussir, ai-je dit à mon reflet. Je pensais le savoir. Je pensais que le succès, c'était les notes, les distinctions, et l'approbation de ceux que nous aimons. Mais le succès, ce n'est pas une question de validation externe. Il s'agit de devenir la personne que l'on est censé être, même quand personne ne regarde. Surtout, quand personne ne regarde. Mon téléphone a vibré. Tante Linda, la sœur de ma mère. Ma chérie, je suis tellement fier de toi. Ta mère a mentionné que tu obtenais ton diplôme, demain. Félicitations. J'ai souri. Tante Linda m'avait envoyé des colis de réconfort, tout au long de mes études, rien de très cher, juste des biscuits faits maison, et des mots d'encouragement. Elle avait été bien plus une mère pour moi, à 1000 kilomètres de distance, que ma propre mère ne l'avait jamais été. Merci, tante Linda. Ça compte beaucoup pour moi. J'aurais aimé être là, mais Georges vient de se faire opérer de la hanche. Tes parents sont-ils impatients? J'ai hésité, avant de lui répondre. Ils n'ont pas pu venir. Mélissa a fait un voyage en Italie, et ils se remettent du trajet. Les 3 petits points sont apparus, et ont disparu, à plusieurs reprises, avant que sa réponse n'arrive. Je vois. Eh bien, je suis sûr qu'ils sont très fiers. Quoi qu'il en soit, tu es une jeune femme incroyable, et j'espère que tu le sais. Le jour de la remise des diplômes s'est levé, clair et parfait, le genre de matinée de fin mai, qui ressemble à une promesse. J'ai enfilé ma toge et mon mortier, j'ai ajusté les cordons d'honneur autour de mon cou, cramoisi et doré, signifiant summa cum laude, et je me suis dirigé vers Harvard Yard. La cérémonie se tenait en plein air. Des milliers de chaises, disposées en rangées impeccables. Une scène immense, installée avec le sceau de la faculté de droit de Harvard, mis en évidence. Des caméras de télévision bordaient le périmètre. Quelqu'un de CNN m'avait contacté, des semaines auparavant, pour me demander si je ferais une interview, après mon discours. Apparemment,
Les discours des étudiants de la faculté de droit de Harvard faisaient parfois de bons sujets pour les magazines d'intérêt humain, surtout pendant les périodes creuses de l'actualité. J'ai trouvé Sarah, dans l'océan des diplômés. Elle m'a serré la main. Tu vas tout déchirer. J'ai les mains qui tremblent. Tant mieux. Ça veut dire que ça te tient à cœur. Elle a souri de toutes ses dents. Toute ma famille est là-bas, au 3e rang. Ce sont ceux avec la bannière géante, qui dit, c'est notre fille, Sarah. Très subtil. Je leur ai dit que tu prenais la parole, et ils deviennent fous. Ma mère m'a déjà dit de t'amener dîner, après tout ça. J'ai senti les larmes piquer mes yeux. Dis-lui merci. La cérémonie a commencé, avec toute la pompe, et le faste traditionnel. D'éminents professeurs ont défilé, dans leur tenue de cérémonie colorée. La chorale de l'université a chanté. Le doyen Robertson a prononcé son discours. Puis, le moment est venu. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur insigne, de vous présenter notre oratrice étudiante. Elle obtient aujourd'hui son diplôme, avec la mention summa cum laude, en tant que membre de la Harvard Law Review, et en tant que récipiendaire de nombreuses distinctions académiques. Y compris le prix Search, et le championnat de la Hamcourt Compétition. Elle a été décrite par ses professeurs, comme l'un des esprits juridiques les plus brillants, qu'ils aient rencontrés, en des décennies d'enseignement. Veuillez accueillir Megan Monroe. Les applaudissements m'ont submergé, alors que je marchais vers le pupitre. Des milliers de visages, levés vers moi. Les petites lumières rouges des caméras, clignotaient. C'était réel. C'était en train de se passer. J'ai commencé à parler, la voix étonnamment assurée. Que signifie partir de rien, et construire quelque chose? D'être invisible, et de se rendre visible? Je me tiens devant vous aujourd'hui, comme la preuve, que le chemin vers cette scène, n'est pas toujours pavé de privilèges, ou d'encouragement. Parfois, il est creusé à la force d'une volonté pure, et d'une détermination obstinée. J'ai raconté mon histoire, soigneusement conçue pour être universelle, plutôt que spécifique. Le fait d'être ignoré, le fait de trouver la validation, dans l'accomplissement. Le danger de lier sa propre valeur, à la reconnaissance des autres. Les professeurs qui avaient vu mon potentiel, quand je ne pouvais pas le voir moi-même. Et les amis, qui étaient devenus ma famille de cœur, quand ma famille de naissance était absente. J'ai appris, qu'attendre que quelqu'un d'autre croie en vous, est la recette parfaite pour la déception, ai-je poursuivi. À un moment donné, il faut croire en soi. Il faut être là, pour soi-même. Vous devez être votre propre champion, parce que parfois, et même souvent, personne d'autre ne le sera. Le public était complètement silencieux. Je pouvais voir des gens s'essuyer les yeux, et hocher la tête en signe d'approbation. À mes camarades diplômés, beaucoup d'entre vous ont leur famille ici aujourd'hui, des familles qui se sont sacrifiées, pour que vous atteigniez ce moment. Honorez-les. Remerciez-les. Ne prenez jamais ce soutien pour acquis, car il est d'une valeur inestimable. Ma voix s'est légèrement brisée. Et à ceux d'entre vous, dont les familles n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit, vous n'êtes pas seuls. On vous voit. Vos accomplissements sont réels, valides, et extraordinaires, peu importe qui en a été témoin. J'ai conclu avec une citation de Maya Angelou, et un appel à l'action, sur l'utilisation de notre éducation, pour servir les autres. L'ovation debout a commencé, avant même que je ne termine ma dernière phrase. Elle a duré pendant près de 2 minutes. Le doyen Robertson m'a serré dans ses bras, alors que je quittais le pupitre. Le professeur Mitchell avait des larmes qui coulaient sur son visage. La famille de Sarah m'a assailli par la suite, sa mère, Rosa, m'attirant dans une étreinte écrasante, qui sentait la laque et le parfum. C'était magnifique, ma grande. Tout simplement magnifique. Tu viens dîner avec nous. On ne discute pas. J'avais 17 appels en absence, avant même d'arriver au restaurant. Le premier était de maman, puis de papa, puis encore de maman. Ensuite, un numéro que je ne reconnaissais pas, probablement Mélissa, puis de nouveau maman, 3 fois de suite. Les SMS affluaient plus vite, que je ne pouvais les lire. Megan, appelle-nous immédiatement. Pourquoi ne nous as-tu pas dit, que tu faisais le discours de fin d'études? Nous te regardons sur CNN, en ce moment même. Comment as-tu pu ne pas nous dire, une chose aussi importante? Tout le monde nous appelle,
pour nous demander pourquoi nous n'y étions pas. J'ai mis mon téléphone sous silence, et je l'ai glissé dans mon sac. Rosa a vu l'expression de mon visage. La famille? A-t-elle demandé doucement. Quelque chose comme ça. Eh bien, ce soir, tu es notre famille. Mario, sors le champagne. Nous sommes allés dans un petit restaurant italien, dans le quartier du North End, entassés autour d'une table, prévue pour 6, avec 9 personnes, et réussissant, d'une manière ou d'une autre, à faire que ça marche. Rosa a insisté pour commander tout ce qu'il y avait sur le menu. Le jeune frère de Sarah, Tommy, m'a interrogé sur Harvard, comme si j'étais une célébrité. Sa grand-mère, qui ne parlait presque pas anglais, n'arrêtait pas de me tapoter la main, et de dire des choses en italien, que Sarah traduisait par « Elle dit que tu as une belle âme, et que tu vas faire de grandes choses ». Mon téléphone ne cessait de vibrer, dans mon sac. J'ai finalement fini par l'éteindre complètement, vers le 3e service. Tu n'es pas obligé d'en parler, a dit Sarah, discrètement, pendant que tout le monde débattait autour du dessert. Mais est-ce que tu vas bien? Ils ont regardé mon discours à la télé, ai-je répondu. Ils m'appellent en boucle. Elle a pincé les lèvres, son expression mêlant colère et tristesse. Qu'est-ce que tu vas faire, là tout de suite? Savourer ce tiramisu, et demain. J'ai haussé les épaules. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je n'ai rallumé mon téléphone, que le lendemain matin. 73 appels en absence, plus de 100 SMS. Ma messagerie vocale était pleine. J'ai préparé du café, je me suis assise sur le petit balcon de mon appartement et j'avais déménagé hors du campus, lors de ma dernière année et j'ai commencé à lire les messages, par ordre chronologique. Les premiers de maman, exprimaient le choc et la blessure. Comment as-tu pu ne pas nous le dire, nous sommes tes parents? Puis, ils sont devenus défensifs. Nous serions venus, si nous avions su. Tu as fait comme si c'était juste une remise de diplôme ordinaire. Puis, ils sont devenus colériques. Tu nous as délibérément caché cela. Tu nous as embarrassés, devant tout le monde. Carole, du country club, a appelé, pour demander pourquoi nous n'y étions pas. Elle t'a vu aux informations. Les messages de Mélissa étaient, de manière caractéristique, égocentriques. Maman et papa pètent les plombs. Merci beaucoup. Belle façon de me faire passer pour la méchante. Tout le monde demande pourquoi nous étions en Italie, au lieu d'être à ta grande et importante remise de diplôme. Il faut toujours que tu sois si dramatique. Les messages vocaux de papa étaient plus difficiles à écouter. Il avait l'air sincèrement confus. Mégane, ma chérie, ta mère et moi, nous ne comprenons tout simplement pas. C'est une merveilleuse nouvelle. Nous sommes si fiers. Mais pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Rappelle-nous. Il faut qu'on en parle. Le message de tante Linda a été le seul qui m'ait fait sourire. J'ai vu ton discours sur Internet, ma chérie. J'en ai eu des frissons. Tu es remarquable. J'espère que tu prends le temps de célébrer ta propre réussite aujourd'hui. Tu l'as bien mérité. Je t'aime tellement. Je l'ai rappelé en premier. Mégane, a-t-elle répondu dès la première sonnerie. Comment te sens-tu? Honnêtement, je ne sais pas soulagé, justifié, triste. Toutes ces émotions sont légitimes, a-t-elle affirmé. As-tu déjà parlé à ta mère? Non, je ne suis pas prête pour cette conversation. Tante Linda a gardé le silence pendant un moment. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Et tu ne l'as pas entendu de ma bouche, d'accord? Bien sûr. Ta mère m'a appelé la nuit dernière, absolument hystérique. Pas parce qu'elle a raté ton moment de gloire, figure-toi, mais parce qu'elle était embarrassée. Ses mots exacts étaient, tout le monde sait, maintenant, que nous n'y étions pas. Pas nous aurions dû y être, ou nous avons fait une erreur. Mais tout le monde sait. J'ai fermé les yeux. Ça ressemble bien à la réalité. J'aime ma sœur. Vraiment, a continué tante Linda. Mais elle et ton père t'ont fait défaut, d'une manière qu'ils ne sont, je crois, pas capables de comprendre. La question est, que veux-tu faire face à cela? Que puis-je y faire? Tout ce que tu veux, ma chérie. Tu obtiens ton diplôme de la fac de droit de Harvard. Tu es sur le point de travailler comme assistante, pour un juge fédéral. Tu as 23 ans,
et tu as construit une vie incroyable, entièrement par ton propre mérite. Tu ne leur dois rien. Ni une explication, ni un pardon, ni une relation. Quoi que tu décides, assure-toi que ce soit ce que tu veux toi, et non ce que tu penses devoir vouloir. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Elle m'a raconté des histoires, sur l'enfance de ma mère, sur la façon dont elle avait toujours eu besoin, d'être le centre de l'attention. Comment elle avait épousé mon père, en partie parce que son cabinet dentaire florissant, faisait bonne impression dans les soirées. Comment le fait d'avoir des enfants, avait été plus lié à l'image de la famille parfaite, qu'à un véritable désir de maternité. Comment Mélissa avait été une enfant facile, contente de se laisser modeler et diriger, tandis que j'avais été têtue et indépendante, dès le premier jour. Tu lui faisais peur, a dit tante Linda, parce que tu n'avais pas besoin d'elle. Tu as compris très tôt, que tu devais compter sur toi-même, et tu l'as fait. Et au lieu d'être fière de cette force, je pense qu'elle t'en a voulu. Elle a trouvé plus facile de se concentrer sur Mélissa, qui aurait toujours besoin d'elle. Après avoir raccroché, je suis resté un moment, à méditer là-dessus. Ensuite, j'ai écouté les messages vocaux de mes parents, une nouvelle fois. Cette fois-ci, non pas pour le contenu, mais pour ce qui manquait. Pas une seule fois, l'un d'eux n'a dit « je suis désolé ». Pas une seule fois, ils n'ont reconnu avoir choisi les vacances de Mélissa, au lieu de ma remise de diplôme. Pas une seule fois, ils n'ont assumé leurs responsabilités. Je les ai rappelés, cet après-midi-là. Maman a répondu, dès la première sonnerie. Mégane, enfin. Nous essayons de te joindre depuis. Je sais, maman. J'ai eu tes messages. Alors, pourquoi ne nous as-tu pas rappelé immédiatement? Nous nous faisions un sang d'encre. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Du temps pour réfléchir, Mégane? Tu nous as humiliés. As-tu une idée, de ce que nous sommes en train de subir? Les questions, le jugement. Carla, du club de lecture, a vu ton discours sur Facebook, et a posté un message dans le groupe, pour demander où nous étions. Tout le club en parle. Je pouvais entendre papa en arrière-plan. Laisse-moi lui parler. Dans 1 minute, David, a dit maman. Puis, de nouveau à moi, tu ne nous as délibérément pas dit, que tu étais la major de promotion. Tu nous as laissé rater le moment le plus important de ta vie. Pourquoi ferais-tu une chose pareille? Tu veux savoir pourquoi, maman? Ma voix était calme, presque détachée. Je t'ai envoyé une invitation, pour ma remise de diplôme en droit. Tu connaissais la date. Tu as choisi d'aller en Italie avec Mélissa, à la place. C'était ton choix. Nous ne savions pas que c'était important. Tu ne nous l'as pas dit. Chaque remise de diplôme est importante, maman. Chacune d'entre elles, compte pour la personne qui est diplômée. Mais tu as raison. Je ne t'ai pas dit que j'étais l'oratrice de la cérémonie. Tu veux savoir pourquoi? Parce que tu n'as jamais posé la question. En 3 ans à la faculté de droit de Harvard, tu n'as jamais demandé une seule fois, comment j'allais vraiment. Tu n'as jamais posé de questions sur mes cours, sur mes notes, ou sur mes projets. Tu appelles peut-être 1 fois par mois, et tu passes toute la conversation, à parler de Mélissa. Ce n'est pas juste. Quand j'ai intégré la Law Review, savais-tu au moins ce que c'était? L'as-tu cherché sur Google? C'est l'un des plus grands honneurs, qu'un étudiant en droit puisse obtenir. Je ne te l'ai pas dit, parce que je savais exactement comment la conversation allait se dérouler. Tu aurais dit, c'est bien, ma chérie. Et puis, tu te serais lancé dans une histoire, sur le nouveau prof de yoga de Mélissa, ou je ne sais quoi. Mégane Monroe, tu n'as pas le droit de me parler sur ce ton. En fait, si. Je suis une adulte. J'ai 26 ans, et j'ai un diplôme de droit de Harvard. Je vais travailler comme assistante pour un juge fédéral, et après cela, j'ai des offres de 3 des meilleurs cabinets d'avocats du pays. J'ai construit toute cette vie, sans ton soutien, sans tes encouragements, et même sans la moindre attention de ta part. Alors oui, maman, j'ai le droit de te parler sur ce ton. Silence à l'autre bout du fil. Puis, la voix de papa. Mégane, ma chérie, nous sommes fiers de toi. Vraiment. Nous aurions juste aimé que tu nous le dises. Quand, papa? Quand aurais-je dû vous le dire? Lors de l'un de nos appels mensuels, où tu me mets sur haut-parleur, et où tu m'ignores tout en regardant la télé? Aurais-je dû envoyer un email avec pour objet, nouvelle importante?
Votre fille a besoin que vous vous y intéressiez. J'ai arrêté de rivaliser pour obtenir votre attention, lors de ma 2e année de droit. C'était épuisant, et je perdais de toute façon. Ce n'est pas vrai, nous ne favorisons pas ta sœur. Nous vous aimons toutes les deux de manière égale. J'ai ri, un son amer, même à mes propres oreilles. Papa, tu as dépensé 40 000 €, pour des vacances en Italie avec Mélissa. Quand j'ai été accepté à la fac de droit de Harvard, tu m'as donné 500 €, et tu m'as dit de faire attention avec l'argent. Tu es allé visiter l'appartement de Mélissa, 6 fois au cours de l'année dernière. Tu es venu à Boston une seule fois, pendant ma première année, et tu as passé tout le week-end, à te plaindre du stationnement. Tu m'as proposé de m'aider à payer mes frais de scolarité, après que j'ai déjà obtenu une bourse complète. Ce que tu saurais, si tu avais un jour posé la moindre question, sur l'aspect financier de tout ça. Et tu as proposé de m'aider, parce que la mère d'une amie de Mélissa, t'avait demandé si tu étais fier que j'entre à Harvard, et tu ne voulais pas avoir l'air d'un mauvais père. Encore du silence. Je pouvais entendre maman pleurer en fond sonore. Alors, voilà ce qui va se passer, ai-je continué. Je vais vous envoyer une copie de mon discours, et quelques photos de la remise des diplômes. Vous pourrez les poster sur Facebook, ou faire ce qu'il faut, pour sauver la face devant vos amis. Vous pourrez dire aux gens, que vous étiez malade et que vous ne pouviez pas voyager, ou qu'il y a eu une urgence familiale. N'importe quelle histoire qui vous donnera une meilleure image. Je m'en fiche, désormais. Mégane, je t'en prie, a commencé papa. Je ne coupe pas les ponts. Je ne vous renie pas. J'ajuste simplement mes attentes. J'ai fini d'espérer, que vous deviendrez soudainement les parents dont j'avais besoin. Vous êtes qui vous êtes, et c'est très bien. Mais je ne vais pas continuer, à me briser le cœur pour ça. Qu'est-ce que ça veut dire, alors? A demandé maman, la voix étouffée par les larmes. Ça veut dire que je viendrai pour Noël, probablement. Que j'appellerai pour vos anniversaires. Mais je ne vous parlerai plus de ma vie. Pas des choses importantes. Parce que vous avez prouvé maintes et maintes fois, que vous ne voulez pas vraiment savoir. Je ne vous inviterai plus à rien, parce que je sais comment ça va finir. Je vais construire ma vie, avec les gens qui choisissent d'être là. Tu es notre fille, a sangloté maman. Oui, c'est vrai. Et vous êtes mes parents. Mais ça, c'est de la biologie, pas une relation. Une relation exige des efforts, de l'attention, et de l'affection. La mère de Sarah, une femme que j'ai rencontrée il y a 3 ans, était plus investie dans ma remise de diplôme, que vous ne l'étiez. Ma tante Linda, qui vit à 6 États d'ici, a été plus une mère pour moi, que toi. Ce sont des faits, maman, pas des attaques. Nous avons parlé pendant encore 20 minutes, en tournant principalement en rond. Ils n'arrêtaient pas d'essayer de me faire comprendre, à quel point ils étaient blessés par ma tromperie, et je continuais de leur faire remarquer, que je n'avais trompé personne. J'avais juste arrêté d'offrir des informations, qu'ils ne voulaient clairement pas. Finalement, nous sommes arrivés à une impasse épuisante. Il faut que j'y aille, ai-je fini par dire. J'ai un dîner de célébration avec des amis, ce soir. Vas-tu au moins envisager de venir nous rendre visite, à la maison? A demandé papa. Laisse-nous t'inviter au restaurant. Célébrer ça correctement. Peut-être dans quelques mois. J'ai besoin d'un peu d'espace, en ce moment. Après avoir raccroché, je suis resté assise sur mon balcon pendant un long moment, regardant Boston s'agiter sous mes yeux. Je me sentais plus légère, d'une certaine manière, comme si j'avais porté un fardeau pendant des années, et que je l'avais enfin posé. Il y avait du chagrin, là aussi. Le deuil des parents que j'avais voulu, mais que je n'avais jamais eu, le deuil de cette relation, qui ne s'était jamais matérialisée, malgré toutes mes réussites. Mais il y avait de la paix, aussi. De l'acceptation. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était le professeur Mitchell. Mégane, j'espère que je ne vous dérange pas. Je voulais juste prendre de vos nouvelles, après la journée d'hier. Ce discours était. Eh bien, il est déjà devenu viral. Plus de 2 millions de vues sur YouTube. J'ai vu ça, ai-je dit. C'est surréaliste. Je voulais aussi vous informer, que le bureau de la juge Chen a appelé, après avoir vu votre discours. Elle veut savoir si vous seriez intéressé par un poste d'assistante auprès d'elle, lorsqu'elle sera promue à la cour d'appel, l'année prochaine.
Ce serait sans précédent, pour quelqu'un qui sort tout juste de la faculté de droit. J'ai senti les larmes monter à mes yeux. Sérieusement? Sérieusement, Megan. Vous êtes sur une trajectoire, dont la plupart des avocats ne font que rêver. Je sais que la journée d'hier a été compliquée, avec votre situation familiale. Sarah m'a peut-être glissé un mot. Mais je veux que vous sachiez, que vous avez des gens de votre côté. Vous avez toute une communauté de personnes, qui voient votre valeur et votre potentiel. Merci, ai-je murmuré. Cela signifie tout pour moi. Ce soir-là, au dîner avec Sarah, et un groupe de nos amis les plus proches de la faculté de droit, quelqu'un a porté un toast. À Megan, a dit Marcus, en levant son verre. La personne la plus intelligente que je connaisse, la meilleure partenaire d'études qu'on puisse rêver d'avoir, et quelqu'un qui vient de rappeler, à des milliers de personnes, que le succès ne nécessite la permission de personne d'autre, que la sienne. À Megan. On répétait tous les autres en chœur. J'ai regardé autour de la table, ces personnes qui étaient devenues ma famille. Sarah, qui était restée éveillée avec moi pendant d'innombrables nuits blanches, et qui connaissait tous mes secrets. Marcus, qui m'avait poussé à passer les auditions pour le tribunal école, quand j'étais trop effrayé. Jennifer, qui avait relu chacun de mes articles pour la Law Review, et les avait améliorés. David, qui m'avait appris à naviguer dans le réseau des anciens de Harvard, en tant que femme qui ne correspondait pas à leur moule traditionnel. C'étaient mes proches. C'était ma famille, et je l'avais construite moi-même, brique par brique, amitié par amitié, instant par instant. Mon téléphone a vibré, pour un SMS de tante Linda. J'ai vu que ton discours est devenu viral. La famille Monroe est en tête des tendances sur Facebook, dans notre ville. Ta mère est hors d'elle. Je suis morte de rire. Tellement fière de toi, ma chérie. J'ai ri, et je l'ai montré à Sarah, qui s'est étouffée dans son vin, en gloussant. Implacable. J'adore ta tante. Moi aussi, ai-je répondu. 3 semaines plus tard, j'emballais mes affaires dans mon appartement, pour déménager à Washington DC pour mon stage, quand mon téléphone a sonné. Mélissa. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Salut, ai-je dit avec prudence. Salut. Elle avait l'air différente, plus petite, d'une certaine façon. Tu as une minute? Bien sûr. J'ai vu ton discours. J'ai enfin regardé la vidéo en entier, hier. D'accord. Tu parlais de moi, n'est-ce pas? Sur le fait d'être invisible. J'ai fait une pause, choisissant mes mots avec soin. Je parlais de mon expérience. Si cela résonne en toi, d'une manière ou d'une autre, alors peut-être que nous avons plus en commun, que je ne le pensais. Maman et papa ont toujours tout centré sur moi, a-t-elle dit doucement. Je le savais. Je suppose que je n'avais pas réalisé, à quel point ça te blessait. Ou peut-être, que je ne voulais pas le savoir. Mélissa. Non, laisse-moi finir. J'y ai beaucoup réfléchi. Au fait que j'ai reçu tellement d'attention, et toi si peu. Et le fait est, Megan, que toute cette attention, ça ne me concernait pas vraiment moi, non plus. Il s'agissait du besoin de maman, de se sentir indispensable. De papa, qui voulait se sentir comme celui qui pourvoit aux besoins. J'étais simplement une cible plus facile, sur laquelle se concentrer, parce que j'étais un peu un désastre. Tu sais, j'avais besoin d'aide pour tout. L'argent, le travail, les décisions, tout. Tu n'es pas un désastre, ai-je dit automatiquement. Allez, Megan. Nous savons toutes les deux que je l'ai été. J'essaie de m'améliorer, cependant. J'ai commencé une thérapie. En fait, après toute l'histoire du voyage en Italie, le fait de rentrer à la maison, et que tout le monde demande où j'étais, pendant que tu prononçais ce discours incroyable. Ça m'a frappé. J'ai 29 ans, et mes parents financent toujours ma vie. Je n'ai jamais rien accompli par moi-même. Et, elle renifle, toi, tu as construit cette vie incroyable, et aucun de nous ne l'a même remarqué. Je ne savais pas quoi dire. Je ne te demande pas de me pardonner, ou quoi que ce soit, a poursuivi Mélissa. Je voulais juste que tu saches, que je m'en rends compte, maintenant. Je te vois. Et je suis désolé de ne pas l'avoir fait avant. Tu es ma petite sœur, tu es plutôt incroyable, et j'aurais dû t'encourager tout ce temps, au lieu de juste exister,
dans ma propre bulle. Merci, ai-je réussi à articuler. Ça représente beaucoup. Tu déménages vraiment à Washington? Oui, la semaine prochaine. C'est vraiment génial. Est-ce que je peux? Est-ce que ça irait, si je t'appelais parfois, non pas pour parler de moi, mais pour, en fait, apprendre à te connaître? J'ai souri malgré moi. Oui, Mélissa. Ça m'irait très bien. Nous avons parlé pendant encore 1 heure. Vraiment parlé, peut-être pour la première fois, de notre vie d'adulte. Elle m'a parlé de sa prise de conscience, sur sa dépendance envers nos parents. Comment elle n'avait jamais appris à voler de ses propres ailes, parce qu'elle n'en avait jamais eu besoin. Je lui ai raconté que je m'étais senti invisible, que j'avais accompli des choses en secret, parce que j'avais appris très tôt, que personne ne prêtait vraiment attention de toute façon. Nous sommes toutes les deux des victimes, de leur façon d'élever les enfants, n'est-ce pas? A-t-elle dit, en riant doucement. Juste de manières opposées. Je suppose que oui. Eh bien, pour ce que ça vaut, je vais travailler sur mes problèmes, et peut-être qu'un jour, nous pourrons vraiment être des sœurs, au lieu d'être juste 2 personnes qui partagent le même ADN, et des traumatismes d'enfance. J'ai ri. J'aimerais beaucoup ça. Après avoir raccroché, j'ai fini de faire mes cartons, avec un sentiment qui ressemblait à de l'espoir. Pas pour mes parents, ce navire-là avait déjà levé l'ancre, et j'avais fait la paix avec ça, mais pour Mélissa et moi. Peut-être qu'il était possible, de construire quelque chose de nouveau, à partir des ruines de ce qui avait été. Le jour de mon départ pour Washington, Sarah m'a aidé à charger les derniers cartons, dans ma voiture. Tu tiens le coup? A-t-elle demandé, en me serrant fort dans ses bras. Oui, ai-je répondu, et je le pensais vraiment. Vraiment bien. Ta mère appelle toujours tous les jours? Elle a arrêté au bout d'1 semaine environ. Tante Linda dit qu'elle raconte à tout le monde, que je suis trop occupé par mon importante carrière, pour lui rendre visite. Tant mieux, si ça l'aide à dormir la nuit. Et tu es vraiment en paix avec ça? J'ai jeté un regard en arrière, vers mon appartement vide, puis vers la rue, vers cette ville qui avait été ma maison pendant 4 ans. L'endroit où j'étais vraiment devenu moi-même. J'ai passé tellement de temps, à essayer de gagner leur amour, leur attention, leur fierté. Et la vérité, c'est que je n'en ai plus besoin. J'ai des gens qui m'aiment. Toi, Linda. Les amis qui sont devenus ma famille. J'ai une carrière qui me passionne. Je m'aime moi-même, et j'aime la personne que je suis. C'est. Je m'éclaircis la gorge, c'est assez. C'est plus qu'assez. Sarah a essuyé ses yeux. Quand es-tu devenu si sage? Probablement quelque part autour de ma 3e nuit blanche. En révisant pour le droit constitutionnel. Ou peut-être, quand j'ai arrêté d'attendre des gens, qui n'allaient jamais se pointer. Le trajet jusqu'à Washington a duré environ 8 heures. J'ai écouté des podcasts, et de la musique, et j'ai passé de longs moments en silence, à réfléchir au chemin parcouru, et à l'endroit où j'allais. À la jeune fille, qui avait obtenu son diplôme de lycée en tant que salutatorian, et qui avait tant essayé de se faire remarquer par ses parents. À la jeune femme, qui était allée à la faculté de droit, et qui avait prononcé un discours, devant des milliers de personnes, sur l'importance d'être son propre champion. Au fait que, parfois, les personnes qui sont censées vous aimer le plus, en sont tout simplement incapables, ou ne le veulent pas. Et à quel point c'est triste, mais que c'est aussi acceptable, parce que vous pouvez construire votre propre famille, votre propre système de soutien. Votre propre vie, remplie de personnes qui choisissent, elles, de vous voir. Mon téléphone a sonné, alors que je franchissais la frontière du Maryland. Tante Linda. Je voulais juste m'assurer que tu conduis prudemment, ma chérie. Tout va bien. Je suis à environ 1 heure de route, maintenant. Ta mère m'a demandé de te dire, qu'elle t'aime, et qu'elle est fière de toi. Elle pourrait me le dire elle-même. Je sais. On y va à petits pas. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais moi, je voulais te dire que je t'aime, et que je suis fier de toi. Pas à cause de Harvard, ni à cause du stage, ou du discours. Bien que ces choses soient merveilleuses. Mais parce que tu es gentille, que tu es résiliente, et que tu as trouvé le moyen de t'épanouir, même quand on ne t'a pas donné le bon terreau, pour grandir. J'ai dû me garer sur le bas-côté, car les larmes brouillaient ma vue. Merci, tante Linda, pour tout.
pour avoir été là, quand il n'y était pas. C'est ce que fait la famille, ma chérie. La vraie famille. Quand je suis arrivé à mon nouvel appartement, à Washington, il y avait un colis qui m'attendait devant la porte. De tante Linda, bien sûr. À l'intérieur, se trouvait une photo encadrée de moi, pendant mon discours. Capturée au moment exact, où j'avais regardé la foule, le menton levé, et les yeux brillants. Sous la photo, elle avait fait graver une citation, « Elle avait besoin d'un héros, alors c'est ce qu'elle est devenue ». Je l'ai accrochée dans mon salon, la toute première décoration de mon nouveau chez moi. Chaque matin, en partant pour le palais de justice, et chaque soir en rentrant, je la voyais. Un rappel du moment, où j'avais arrêté d'attendre que quelqu'un d'autre croie en moi, et où j'avais commencé, à croire en moi-même. Mes parents ont fini par venir me rendre visite, 8 mois plus tard. C'était gênant et tendu, et nous n'avons pas parlé de la remise des diplômes, du discours, ni de quoi que ce soit de significatif. Nous avons mangé dans de bons restaurants, nous avons fait la conversation, et ils m'ont tout raconté, sur le nouveau travail de Mélissa, en tant qu'agent immobilier. Quand ils sont partis, je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse. Juste une sorte d'acceptation neutre. Mélissa est venue me rendre visite à son tour, toute seule. Et c'était différent, en mieux. Nous apprenions à être des adultes ensemble. À avoir une relation, distincte de nos parents, et de leur dysfonctionnement. Ce ne serait jamais la fraternité que nous aurions pu avoir, si les choses avaient été différentes, mais c'était déjà quelque chose. C'était un début. Le discours m'a suivi de manière positive, pour la plupart. J'ai reçu des lettres d'étudiants de tout le pays, qui s'étaient sentis invisibles, et qui avaient trouvé du courage dans mes mots. Les cabinets d'avocats m'ont courtisé de manière agressive, voulant engager quelqu'un avec mon dossier académique, et mon profil public inattendu. La juge Chen s'est avérée être le meilleur mentor que j'aurais pu espérer. Quelqu'un qui m'a poussé, qui a cru en moi, et qui a vu mon potentiel, de la même manière que le professeur Mitchell l'avait fait. 5 ans après la fin de mon stage, après avoir travaillé dans un cabinet de premier plan, et bâti ma réputation, j'ai reçu l'appel, pour une nomination au poste de juge fédéral. À 33 ans, je serai parmi les plus jeunes juges fédéraux, confirmés dans l'histoire récente, bien que cela ne soit pas impossible. C'était tout ce pourquoi j'avais travaillé. L'aboutissement d'années de sacrifices, d'études, et de détermination. Je n'ai appelé mes parents que le lendemain, une fois la nouvelle déjà rendue publique. Maman a pleuré, bien sûr, et m'a dit qu'elle avait toujours su, que j'étais destiné à la grandeur. Papa a dit qu'il voulait organiser une grande fête pour célébrer ça, et inviter tous ceux qu'il connaissait. Ce n'est pas la peine, ai-je dit doucement. Je fais un petit dîner avec des amis, mais merci. Mais Meghan, c'est énorme. Tout le monde voudra fêter ça avec toi. Les personnes avec qui je veux fêter ça, seront là, papa. Il y a eu un silence. Il a compris ce que je ne disais pas. Eh bien, nous sommes très fiers de toi, ma chérie. Merci, papa. Après avoir raccroché, j'ai regardé la photo sur mon mur. La jeune femme, qui prononçait le discours qui avait tout changé. La femme, qui avait appris qu'elle se suffisait à elle-même, toute seule. La personne que j'étais devenue. J'avais accompli cela, non pas en dépit de l'absence de mes parents, mais peut-être, d'une certaine manière, grâce à elle. J'avais appris à être autonome. À me valider moi-même. À construire une vie, qui ne nécessitait l'approbation de personne d'autre. Aurais-je préféré avoir des parents présents et d'un grand soutien? Bien sûr. Mais j'avais travaillé avec ce que j'avais, et ce que j'avais construit, m'appartenait. Ce soir-là, lors du dîner avec Sarah, Marcus, Jennifer et David, avec tante Linda sur FaceTime, depuis l'autre bout du pays, et avec le professeur Mitchell rayonnant en bout de table, j'ai levé mon verre. Merci, ai-je dit simplement. De m'avoir vu. D'avoir cru en moi. D'avoir été là, quand ça comptait. Ce succès est tout autant le vôtre, que le mien. À Meghan. Ont-ils scandé en chœur. Et cette fois-ci, quand les appels sont arrivés et ils sont arrivés, venant de chaînes d'information, de magazines, et de bureaux de sénateurs, j'y ai répondu. Non pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que j'avais enfin appris, que je méritais cette reconnaissance. Que mes accomplissements valaient la peine d'être célébrés.
que je valais la peine d'être célébré. La jeune femme, qui avait autrefois envoyé le texto au reposez-vous bien, à ses parents fatigués, alors que son cœur se brisait, avait grandi. Pour devenir quelqu'un, qui connaissait sa propre valeur. Et cela, plus que n'importe quel discours, n'importe quel poste de juge fédéral, ou vidéo virale, c'était la véritable victoire. Certaines familles sont innées, d'autres se construisent. La mienne était un peu des deux. La tante qui avait pris le relais. La sœur qui avait fini par comprendre. Les amis qui étaient devenus une famille. Les mentors qui étaient devenus des guides. Et les parents, qui m'aimaient à leur manière, si limitée soit-elle. Même si ça n'avait jamais été tout à fait suffisant, j'avais fait la paix avec ça. Avec tout ça. Parce qu'en fin de compte, la seule personne qui avait besoin de se présenter pour moi, c'était moi. Et je l'ai fait, à chaque fois, sans exception. Des années plus tard, lorsque j'ai prêté serment, en tant que juge fédéral, à 33 ans jeune, mais pas de façon impossible, mes parents étaient dans le public. Tout comme Mélissa, tante Linda, Sarah, et toutes les personnes qui avaient été là, tout au long du chemin. Ma mère a pleuré pendant la cérémonie, se tamponnant les yeux avec un mouchoir. Après coup, elle m'a serré fort dans ses bras. Je suis si fier de toi, Megan. J'espère que tu le sais. Je sais, maman, ai-je dit. Et je le savais. Elle était fière, à sa façon. Ce n'était tout simplement pas le genre de fierté dont j'avais eu besoin quand j'étais plus jeune. Ce genre de fierté, qui fait acte de présence, qui prête attention, qui pose des questions, et qui vous voit vraiment. Mais cette fierté-là, je l'avais trouvée ailleurs. Et plus important encore, je l'avais trouvée en moi-même. Alors que nous posions pour les photos, mes parents d'un côté, et ma famille de cœur de l'autre, j'ai repensé à ce texto, d'il y a des années. Nous sommes trop fatigués, pour assister à ta remise de diplôme. Et à ma réponse, reposez-vous bien. Je l'avais pensé avec bienveillance, à l'époque, malgré la blessure. Mais maintenant, je le voyais différemment. Je leur avais donné la permission de se reposer. De prendre du recul. De ne pas être ce dont j'avais besoin. Et ce faisant, je m'étais libéré pour devenir, à la place, ce dont j'avais besoin. L'histoire de ma réussite n'était pas une question de vengeance, ou de prouver à qui que ce soit qu'il avait tort. Il s'agissait de me prouver à moi-même que j'avais raison. Que j'étais capable, digne, et assez forte, pour construire une vie extraordinaire, avec ou sans leur soutien. Les appels avaient fini par s'arrêter, une fois le moment de viralité estompé, et la vie avait repris son cours normal. Mais je portais toujours ce jour-là, en moi. Le jour où j'ai dit ma vérité, devant des milliers de personnes. Le jour où j'ai arrêté d'être invisible. Le jour où je me suis choisi, moi. Et au bout du compte, c'est ce qui importait. Non pas qui s'était présenté, pour me regarder réussir, mais le fait que je m'étais présenté, pour moi-même. Chaque défi, chaque nuit tardive, chaque moment de doute. J'étais là. C'est ça, la véritable fin de l'histoire. Pas la vengeance, le discours viral, ou la carrière prestigieuse. Mais la conviction tranquille, que je me suffis à moi-même, et que ça a toujours été le cas. Reposez-vous bien, avait envoyé maman par texto. Et maintenant, enfin, je pouvais le faire. Parce que j'avais travaillé assez dur, parce que j'avais accompli assez de choses, et surtout, parce que j'avais assez guéri, pour me reposer dans la vérité, de celle que j'étais devenue. Une femme, qui n'avait besoin de la permission de personne, pour être extraordinaire. Une femme, qui avait appris que le seul diplôme qui compte vraiment, est celui où vous arrêtez enfin d'avoir besoin de l'approbation des autres, pour connaître votre propre valeur. Ce diplôme-là, je l'avais gagné bien avant que la faculté de droit de Harvard ne m'en remette un. Et personne, ni mes parents, ni les circonstances, ni les années passées à être ignorées, ne pourraient jamais me le reprendre.